Alors, bonsoir à tous. Je suis Steven Lagadec, infirmier au SAMU 91, formateur et membre du comité pédagogique consacré aux nouvelles pratiques avancées de Panacea. Toute équipe de Panacea et moi-même sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire consacré à la pratique avancée infirmière et plus particulièrement aux stratégies d'implantation des IPA et au-delà, bien sûr, aux nombreuses perspectives que cette nouvelle fonction implique. Alors, je ne suis pas moi-même IPA, mais je suis certainement, comme vous, très curieux de mieux comprendre ces nouvelles fonctions qui redessinent aujourd'hui le panorama des professions de santé. Alors, doit-on préparer, anticiper l'arrivée des IPA dans les lieux d'exercice, qu'ils soient hors de l'hôpital ou hospitaliers, qui s'inscrivent dans une filière, un parcours de soins, un projet de santé communautaire ou un projet de service à l'hôpital? Comment ça se déroule au sein des équipes? Comment s'organisent ces nouvelles collaborations avec l'ensemble des soignants, l'encadrement ou les équipes médicales? Quelles sont les missions au quotidien des IPA? Bref, des questions et seulement 1h30 pour essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. Et vu la qualité des orateurs ce soir, peut-être que ce premier webinaire sur la pratique avancée de Panacea pourrait vous donner envie de vous orienter vers ces nouvelles filières, ces nouvelles mentions, ce nouvel exercice au service des patients. L'objectif de cette soirée est donc de vous proposer un regard croisé sur l'exercice de la pratique avancée infirmière et de dresser un bilan de leur implantation sur le territoire et au sein de leurs structures respectives. Et cela grâce au retour d'expérience de nos 4 intervenants issus des différentes mentions. Ce soir, nous donnons la parole à des IPA chevronnés d'horizons variés et nous aurons donc le plaisir d'écouter tour à tour les témoignages de Julie de Victor, IPA, mention hémato-onco, et présidente du Conseil national professionnel des IPA, le CNP-IPA. Perrine Boursin, IPA, mention pathologie chronique stabilisée, coordinatrice du Centre de recherche et de formation en pathologie neurovasculaire à l'hôpital Fondation Rothschild, et nouvellement présidente de l'Association nationale française des infirmiers en pratique avancée, l'ANFIPA. Durval Kefelec, IPA, mention psychiatrie et santé mentale. Et enfin, Charlotte Crochet, IPA, mention urgence. Avant de laisser la parole à Julie, qui sera notre première intervenante, je vous rappelle que vous avez la possibilité de réagir en direct et de poser vos questions dans le chat en cliquant sur l'onglet situé à droite de votre écran. Nous avons bien entendu prévu un temps d'échange à la fin des 4 présentations pour que nos experts répondent à toutes vos questions. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Je vous souhaite un très bon webinaire. Et Julie, tu as la parole. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Et puis, c'est toujours un plaisir d'échanger avec des personnes qui sont intéressées par la pratique avancée. Alors, moi, on m'a demandé de faire un état des lieux un petit peu global de l'implantation des IPA en France aujourd'hui. Donc, je vais d'abord me présenter. J'avais oublié que c'était moi qui passais les diapos, excusez-moi. Donc, je suis infirmière en pratique avancée. J'ai été diplômée en 2019. Dans la mention onco-hémato, j'exerce à l'hôpital Beaujon dans un service d'hépatologie. Puis, je suis aussi titulaire d'un master de sciences cliniques infirmières que j'ai obtenu en 2017, d'un doctorat en santé publique. Et je suis présidente du Conseil national professionnel des infirmiers en pratique avancée. Et c'est probablement à ce titre qu'on m'a invitée aujourd'hui pour dresser un panorama de la situation actuelle des IPA en France. Alors d'abord, un état des lieux, puis c'est une question qu'on me pose souvent, mais combien vous êtes de diplômés? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes 2400 IPA diplômés. Il faut savoir qu'il y a environ 700 nouveaux diplômés par an, des diplômés qui font leurs études dans une trentaine d'universités accréditées pour délivrer la formation. 15% à peu près des IPA exercent en ville, donc de manière salariée ou en libéral. Donc on est 2400 aujourd'hui. Les objectifs initiaux du gouvernement étaient qu'il y ait 5000 IPA diplômés en 2024. On n'y est pas et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, des limites ont été identifiées assez rapidement. Je vous ai mis là le lien vers l'article que j'avais publié en 2022, mais sur une étude que j'avais réalisée auprès des 2 premières promotions des IPA diplômés. Et on a assez vite identifié que la première limite était l'accès aux patients, et notamment l'accès aux patients en ville, puisque la loi de 2016 prévoyait que les patients soient uniquement orientés par des médecins vers l'IPA, ce qui en pratique était assez réalisé dans les hôpitaux, les établissements de santé, mais moins en ville, et on se rendait compte que l'activité des IPA en ville avait du mal à décoller.
L'autre limite identifiée par rapport à l'accès aux patients, c'est que finalement, les patients qu'on peut nous orienter actuellement sont uniquement des patients porteurs de pathologies et les IPA peuvent pas réellement intervenir auprès de patients, enfin auprès de personnes qui ne sont pas encore des patients, mais qui ont des facteurs de risque de développer une pathologie chronique. Un autre élément assez bloquant au début de la mise en place de la pratique avancée en France étaient les règles de prescription des IPA, puisqu'on ne pouvait que adapter ou renouveler des prescriptions médicales obligatoires, ce qui concrètement dans le cadre des parcours patients empêchait une certaine fluidité des parcours. Je vous donne un exemple vraiment caricatural, mais les IPA ne peuvent pas introduire des compléments nutritionnels oraux. Et comme on a un rôle majeur en termes de prévention auprès des patients atteints de pathologies chroniques, bien sûr, c'est un de nos rôles d'évaluer l'état nutritionnel des patients. On a souvent besoin de mettre en place des compléments alimentaires et il fallait aller déranger le médecin pour réaliser une prescription de Fortimel. Vous comprenez bien que c'est un petit peu embêtant dans le cadre du parcours patient. On a aussi une liste d'actes biologiques qu'on peut prescrire. Et comme je dis souvent, par définition, une liste, c'est fait pour ne pas être exhaustif. Et en fait, on s'est rendu compte là encore assez rapidement que cette liste était incomplète et ne répondait pas du coup aux recommandations de bonne pratique des suivis de nos patients. Donc la liste a été réactualisée déjà en 2022. Il n'empêche que quand les recommandations de bonne pratique évoluent, évidemment nos arrêtés n'évoluent pas aussi vite. Une autre limite importante était celle du modèle économique, alors notamment pour les IPA qui exercent en ville puisque les forfaits prévus étaient finalement inadaptés, avec des IPA qui se retrouveraient… alors ça bouge tout seul, je touche à rien là. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'avais les mains levées. Des IPA donc, qui exerçaient en ville et qui étaient rémunérés en moyenne 7 à 800 euros par mois. Donc, évidemment, ça n'engageait pas à s'installer en ville. Mais ces forfaits-là servent aussi à valoriser l'activité des IPA qui exercent en établissement de santé. Et si ce modèle économique était insuffisant pour les IPA libérales, il est également insuffisant en termes de valorisation de l'activité des IPA en établissement de santé pour créer des postes, puisque les IPA n'ont pas vocation à remplacer des infirmières ou des médecins, mais bien à intervenir en plus au sein de l'équipe. Donc, une valorisation satisfaisante de l'activité des IPA engagera les établissements à créer des postes d'IPA. Les grilles indiciaires dans la fonction publique hospitalière étaient peu attractives. Il n'y a pas de nouvelles bonifications indiciaires, par exemple, comme peuvent percevoir un certain nombre de professions de la fonction publique hospitalière, les IAD, par exemple, dans la profession infirmière. Et puis, l'accès à ce qu'on appelle la classe supérieure dans la fonction publique hospitalière n'était pas évident. Il n'y a pas de grille indiciaire spécifique pour les IPA dans les autres fonctions publiques. Et par exemple, il y a des IPA qui exercent dans la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale, dans des centres de santé, par exemple, municipaux. Et les conventions collectives sont toujours en négociation dans le secteur privé. Dernier élément, dernière limite identifiée, l'accès à la formation, là encore pas évident, puisqu'il faut se dégager 2 années de son exercice professionnel. Donc, à la fois, pour les établissements de santé, c'est difficile de libérer des infirmières, puisque, comme vous le savez, il n'y en a pas assez en exercice, en tout cas dans un certain nombre d'établissements de santé. Et puis, pour les infirmières libérales, c'est bien sûr un manque à gagner pendant 2 années. Donc, il y a des aides, notamment des agences régionales de santé, mais qui ne compensent pas complètement la perte de revenus des infirmières libérales. Alors, une fois qu'on a dépeint ce tableau un petit peu difficile, en fait, je ne veux pas du tout noircir le tableau, mais quand même vous dire que ces limites ont été identifiées et que du coup, l'intérêt pour nous, quand je dis nous, c'est collectivement les représentants des IPA, mais aussi les pouvoirs publics, c'est de travailler sur ces limites et pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de leviers pour favoriser l'implantation des IPA sur le territoire. Et donc, on avance, puisque en mai 2023,
il y a eu la parution de ce qu'on appelle la loi RIST ou l'amélioration de la confiance aux professionnels de santé. Je suis désolée, je me souviens plus du terme exact de la loi. Nous, communément, on l'appelle la loi RIST, qui a permis, je vous parlais des limites d'accès aux patients et de prescription. Elle a introduit l'accès direct des patients vers les IPA, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'orientation, ou qu'il n'y a déjà plus d'ailleurs, puisque cette loi est dès à présent en application. Il n'y a plus d'obligation que les patients soient confiés par un médecin, ils peuvent venir consulter directement une IPA. Et cette loi introduit également la primo-prescription, c'est-à-dire que les IPA vont pouvoir introduire un certain nombre de prescriptions médicales. Là, pour le coup, je parle au futur parce qu'il faut un décret d'application, qu'on est en train d'y travailler avec notamment le ministère de la Santé et que ce décret n'est pas encore paru. Depuis 2020, le modèle économique a évolué, les forfaits ont été revus à la hausse, il y a aussi des aides qui ont été revues à la hausse ou facilitées. On n'a pas encore tout à fait le recul nécessaire pour dire si ce nouveau modèle est complètement satisfaisant, mais en tout cas, ce modèle a été revu. Là, je parle de la valorisation des forfaits des IPA. Malheureusement, les grilles indiciaires dans la fonction publique hospitalière sont toujours aussi peu attractives. Et puis, il n'y a toujours pas de grille indiciaire dans les autres fonctions publiques. On peut s'appuyer, et ça c'est un levier absolument majeur, sur les premières enquêtes qui montrent une grande satisfaction des patients, que ce soit des enquêtes de l'IGAS, donc l'Inspection générale des affaires sociales, de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, mais aussi il y a eu plusieurs tests de médecine générale qui ont interrogé les patients et qui sont tous extrêmement satisfaits de leur suivi ou de leur co-suivi par des IPA. On peut bien sûr s'appuyer sur l'expérience internationale, puisque, comme vous le savez, la France a tardé en fait à implanter la pratique avancée dans le système de santé. On peut regarder ce qui se passe autour de nous, voir là chez les autres quels ont été les freins et leurs leviers, et donc on s'appuie sur cette expérience et sur la littérature qui existe sur le sujet. Un des points majeurs, et on en reparlera plus tard, c'est bien d'anticiper l'implantation d'une IPA dans un contexte de soins et de clarifier les rôles de chacun pour que l'implantation soit réussie. On peut s'appuyer sur des travaux de recherche. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'activité de l'IPA principale est la clinique, donc le suivi direct du patient. Mais il y a aussi d'autres activités des IPA et notamment l'implication dans des travaux de recherche. En vraie vie, il y a beaucoup d'IPA qui font de la recherche et ça, c'est un réel levier pour permettre au modèle d'évoluer. Je vous parle ici d'un projet de recherche que je coordonne qui bénéficie d'un financement du ministère de la Santé qui s'appelle Processus d'émergence et d'implantation de la pratique avancée infirmière sur le territoire français. Ce projet de recherche va évaluer sur 4 années consécutives l'implantation des IPA sur le territoire français et l'idée, c'est chaque année de donner des résultats au pouvoir public pour pouvoir faire bouger les lignes et obtenir le plus rapidement possible un modèle satisfaisant, c'est-à-dire qui permette une implantation réussie des IPA sur le territoire. Voilà pour moi. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Et puis, bien sûr, je suis disponible pour répondre à d'éventuelles questions après les présentations de mes collègues. Merci beaucoup, Julie. Super timing. Pile poil 15 minutes. J'ai le plaisir maintenant de passer le relais à Perrine Boursin, qui est donc IPA en pathologie chronique stabilisée, spécialisée plutôt dans les pathologies neurovasculaires. Et je profite juste de l'occasion pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat et qu'on répondra à toutes les questions à l'issue des 4 présentations. Et donc voilà. Merci Perrine, on te laisse la parole. Merci. Bonjour, bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Du coup, moi, je vais vous parler implantation et vous raconter la démarche qu'on a eue dans l'hôpital et avec les équipes, l'ensemble des équipes qui sont impliquées sur le parcours des patients qu'on suit. Et donc, je vais partir d'un problème de santé publique qui est celui de l'accident vasculaire cérébral. Et je vous fais quelques brefs rappels pour arriver
à la pratique avancée. Donc l'AVC, c'est un problème de santé publique très fréquent et très sérieux parce que c'est en France un AVC toutes les 4 minutes, que c'est la première cause de mortalité féminine, ce qu'on souvent ne sait pas devant le cancer du sein, que c'est aussi la première cause de handicap acquis, que c'est la deuxième cause de troubles neurocognitifs et que en France, une personne sur 6 aura un AVC durant sa vie. Alors quand on parle des AVC, on parle de la santé des vaisseaux et du risque neurovasculaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 12 facteurs de risque de faire un AVC. Il y en a 2 qui ne sont pas modifiables et il y en a 10 qui sont modifiables. On les connaît tous, je passe rapidement dessus. Mais pour le diabète et l'hypertension, j'ai juste pris ces 2 exemples-là. Il y a un diabétique sur 2 qui se connaît diabétique. Il y a une personne sur 3 hypertendue qui n'est pas diagnostiquée, donc une personne diabétique sur 2 qui n'est pas diagnostiquée, une personne hypertendue sur 3 qui n'est pas diagnostiquée aujourd'hui en France, et parmi tous les patients, toutes les personnes hypertendues, connues et traitées, il y en a une sur 2 qui n'a pas sa tension artérielle équilibrée. L'autre élément qui est important à prendre en compte, c'est qu'une personne sur 3 qui fait un AVC a fait un AIT dans les semaines qui précèdent. Du coup, ça m'amène tranquillement à la pratique avancée et surtout, ça m'amène à cette santé des vaisseaux. En fait, c'est non seulement un parcours de soins, un parcours de santé, mais c'est presque un parcours de vie. Parce qu'il y a tout ce qui se passe avant l'AVC. On vient de voir, il y a beaucoup de choses à faire autour du contrôle, du dépistage et du contrôle des facteurs de risque. Il y a des choses à faire autour de l'AIT, parce que quand même une personne sur 3 fait un AIT avant de faire un AVC, et si on prend en charge l'AIT en temps et en heure, on réduit le risque que ça récidive et que cette fois-ci ce soit un accident ischémique constitué. Après, il y a le temps de l'urgence neurovasculaire. Alors le temps de l'urgence neurovasculaire, aujourd'hui, c'est surtout, vous avez vu, je l'ai placé en dessous de la flèche, parce que c'est surtout un endroit où il y a beaucoup de choses à faire autour de l'organisation des équipes, c'est la gestion d'une urgence vitale. Donc, c'est de la coordination, de la connaissance, de la compétence, de la gestion du stress, de la fluidité dans les filières et dans le passage de relais des différentes équipes. Et c'est aussi beaucoup de recherche pour faire avancer les connaissances sur ce caillot pour lequel on n'a pas encore beaucoup de ressources thérapeutiques. Et puis après, on repasse, une fois que l'urgence neurovasculaire malheureusement est passée, on repasse de l'autre côté de la flèche. Et là, c'est la vie après l'AVC pour les personnes et leurs proches. Et là, on va parler de la vie avec le handicap et puis de la vie avec le risque de récidive, parce que les facteurs de risque, ils sont toujours là. Et puis cette fois-ci, on aura en plus identifié une cause. Donc voilà un peu le paysage de la maladie neurovasculaire et de l'accident vasculaire cérébral. Alors la pratique avancée infirmière, je fais un bref rappel, mais comme disait Julie, c'est évidemment et surtout une pratique clinique avancée de notre métier d'infirmière, mais on a aussi d'autres missions autour de la prévention et de l'éducation thérapeutique, de l'organisation des parcours de soins, de santé, de l'évaluation, de l'amélioration des pratiques professionnelles. Donc tout ça, c'est de la vie d'équipe ou interprofessionnelle et l'évaluation et l'amélioration des pratiques professionnelles, ça passe par la formation, ça passe par la qualité. Et puis, on a cette balance recherche. Du coup, sur le parcours de vie de la santé vasculaire, et ben, la pratique avancée, on l'imagine facilement avant l'AVC autour de la prise en charge des facteurs de risque, autour de la prise en charge de cette AIT qui est une pré-urgence. On la retrouve facilement aussi autour de l'urgence neurovasculaire, alors pas forcément dans sa partie la plus clinique de la pratique avancée, mais dans tout le bénéfice qu'amène la pratique avancée dans une équipe quand il y a un IPA qui peut participer et proposer de la formation, de la démarche qualité, faciliter la recherche et accompagner la recherche. Et puis après l'AVC, évidemment, là on est encore plus dans la pathologie chronique. Moi, je suis une IPA pathologie chronique avec le handicap et la récidive.
on imagine aussi facilement que s'il y a une IPA sur l'ensemble du parcours, elle n'aura pas assez de ces 35 heures ni de ces 24 heures par jour pour tout faire. Et du coup, dans l'hôpital dans lequel je travaille, donc en général, autour de la pathologie neurovasculaire, on parle d'une filière de soins de l'ensemble des équipes qui participent au parcours des patients. Et cette filière, en général, elle est coordonnée par l'unité neurovasculaire du territoire. Et donc, je suis dans un hôpital avec une unité neurovasculaire. Et donc, nous, dès le début, on a dit, il y a tellement de place pour la pratique avancée qu'en fait, c'est pas une IPA qu'il faut. C'est au moins 4. En fait, on en a dit plus, mais pour l'instant, on est 3 diplômés et 4 bientôt, avec un collègue qui est en train de finir ses études. Et on est 3 IPA PCS et donc Patrick qui finit ses études d'IPA urgence. Voilà, je voulais pas aller beaucoup plus loin, je suis un peu rapide, mais l'idée c'était de vous raconter comment, en partant de du problème de santé sur lequel on travaillait déjà tous, comment on a réfléchi et comment on a regardé où est-ce qu'on insérait la pratique avancée. Actuellement, donc on est 3 IPA, on s'est répartis quand même sur les étapes du parcours pour être quand même chacune un peu pilote d'une des étapes, mais on est interchangeable entre guillemets, et puis on a vraiment eu à cœur et c'est un travail collectif au sein de l'hôpital de s'appuyer sur l'ensemble de nos compétences et de tout ce qu'on pouvait apporter et pas se concentrer exclusivement sur la pratique clinique et le suivi clinique des patients, mais être attentive à aussi participer au montage du parcours d'éducation thérapeutique, au suivi de l'organisation des parcours, à toute la démarche qualité de suivi de ces parcours, à la formation de l'ensemble de l'équipe, à la facilitation de la recherche et puis être aussi à l'origine de programmes de recherche. Voilà, je vous laisserai me poser toutes les questions que vous voulez. Donc moi, je suis infirmière depuis une vingtaine d'années parce que le temps, il passe vite. J'avais fait une licence de sciences de l'éducation. J'ai eu la chance de faire le M1 de sciences cliniques infirmières il y a une dizaine d'années et je suis donc IPA depuis 2021. Et mon parcours professionnel, il tourne autour des urgences et de la neurovasculaire. Voilà. J'ai terminé, du coup, je vais passer la parole. Alors, merci Perrine. Merci beaucoup Perrine pour cette super présentation. Franchement, c'est épatant et tu as un parcours tout à fait remarquable. Avant de passer la parole à Gurvan, je profite de l'occasion parce que je vois qu'il y a le feu dans le chat. Et pour vous rappeler qu'on apportera énormément, d'accord, et j'espère toutes les réponses à vos nombreuses questions à la fin des 4 présentations. Et donc voilà, je vois que Mathieu se débat pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse déjà, que Gurvan aussi y participe, que Julie a déjà participé. On fera une petite synthèse de toutes ces questions, rassurez-vous, à la fin de la présentation, parce que je vois que dans le chat, ça défile à une vitesse incroyable. J'ai le plaisir maintenant de passer donc la parole à Gurvan, qui va se présenter, et hop là, qui va nous amener très loin, je suppose. À toi, Gurvan, merci. Merci. Ça va, vous m'entendez ? Ouais, ok. Bonjour à tous. Merci à Panacea déjà pour l'organisation de ce webinaire et merci de m'avoir sollicité pour mettre un petit peu en lumière les IPA psychiatrie et santé mentale. Donc, petite présentation, donc c'est grosso modo ma tête sur votre droite. Et donc moi je suis infirmier depuis 2008. J'ai la particularité d'avoir toujours travaillé en psychiatrie. J'avais déjà axé mes études d'infirmier sur la psy avec des stages optionnels, grosso modo tout le temps en psychiatrie. En 2017, j'ai pu faire un DU santé mentale qui m'a donné le goût d'étudier. Et en 2019, j'ai repris la formation IPA et je suis sorti diplômé en 2021. Je travaille sur un CMP sur lequel je travaille déjà depuis 2011. Et je suis référent jeune de mon secteur. Je vous expliquerai en quoi ça consiste. Et actuellement, je fais un nouveau DU de repérage des troubles émergents en psychiatrie.
mon secteur, c'est Vitry-sur-Seine, c'est une ville de 100 000 habitants, grosso modo, du sud parisien. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire de la sectorisation en psychiatrie, mais grosso modo, on ne prend en charge en psychiatrie que les patients résidant sur le secteur, en psychiatrie publique. Donc moi, mon secteur, c'est une ville, c'est pas très grand, ce qui est assez sympa parce que ça ne me fait pas voyager très loin. C'est une ville assez cosmopolite et avec pas mal de précarité, pas mal de gens sans médecin généraliste, entre autres. Et moi, je travaille sur un centre médico-psychologique qui est le pivot du dispositif de soins psychiatriques publics, donc de l'offre de soins sectorisée. On est censé être au centre et un petit peu le point central de la coordination des parcours psychiatriques et puis même des parcours tout court parfois. Et donc, sur le CMP où j'exerce, on a une grosse équipe pluridisciplinaire. On est grosso modo 8-9 infirmiers, de plusieurs médecins qui n'exercent pas tous à temps plein, des psychologues avec plein d'orientations différentes, des secrétaires, assistants sociaux, cadres de santé. Enfin voilà, on a une grosse équipe. Et on a deux particularités. Déjà, c'est que sur le CMP, en règle générale, beaucoup de CMP, les infirmiers ont un rôle clinique qui est déjà très important, très reconnu, très valorisé, avec une certaine expertise et une grosse compétence, notamment à la gestion d'entretien, de suivi de patients si besoin. Donc ça peut être intéressant de le considérer quand on veut s'implanter en tant qu'IPA. Deuxième particularité, et pas des moindres, sur le CMP de Vitry-sur-Seine, nous sommes 2 IPA psychiatrie santé mentale, et très prochainement, nous serons 3. Donc c'est pas négligeable. On est assez bien doté, on est le lieu un peu pilote de déploiement sur l'hôpital. C'est très soutenu par notre encadrement, par les médecins et ma chef de service, entre autres. Et sur l'hôpital, on est 4 IPA diplômés. Il y a 3 étudiants en Master 2 et 2 en Master 1. Donc très soutenu et très valorisé, très porté par l'institution. Donc le projet, j'aime bien prendre la métaphore un petit peu du jardinier. Comment faire une implantation réussie, si on peut considérer que la mienne le soit. Si on imagine un petit peu en jardinerie, il faut planter une graine qui serait le projet, dans un terreau qui soit un petit peu propice à l'accueil de cette graine, et ensuite il faut l'arroser et y apporter des tuteurs et tout ce qui peut participer à son épanouissement. Et je trouve que cette métaphore, elle est assez comparable à ce qu'on a vécu, parce que nous, le projet, ça a vraiment été cette petite graine qu'on a déposée, qu'on a fait germer, et le projet, c'est vraiment la base pour moi de l'implantation réussie. Projet qui n'a pas été quelque chose qui a été pensé par une seule personne, mais qui a vraiment été porté par l'équipe. Un projet qui a été discuté avec des collègues infirmiers, soutenu vraiment par l'encadrement, que ce soit la cadre du CMP, la cadre SUP, soutenu par la chef de service et l'équipe médicale dans son ensemble, et vraiment accompagné par la direction et par la direction des soins qui a validé vraiment un projet avec une espèce de formalisation de ce que ça pourrait donner mon retour en tant qu'IPA une fois diplômé, et avec la garantie que quand je revienne sur le service, j'exercerai les missions d'IPA et l'ensemble de ces missions. Pendant la formation, c'est bien de soutenir les choses et de l'accompagner. Donc on a eu un accompagnement institutionnel, on a eu la chance d'être libéré à temps plein pour les études, ce qui est vraiment pas négligeable parce que certaines facs proposent des temps à mi-temps, grosso modo. Moi j'avais 15 jours à la fac et 15 jours de temps libre, ce qui me permettait d'assimiler les cours, de bosser, de préparer les devoirs, ce qui était pas négligeable, parce que de se remettre dans la clinique après plus de 10 ans de psy, de revoir toute la cardio, la pneumo et tout, ça demande quand même pas mal de boulot. C'est une formation très dense. Donc le temps de travail, il faut que les employeurs puissent en tenir compte. On a pu aussi, pendant pendant la formation, préparer le retour, notamment les accès aux logiciels, parce qu'on a besoin des accès informatiques, donc il faut que ça se négocie. On a besoin d'un logiciel de prescription qu'il faut paramétrer, et ça, on a pu le faire avant notre retour. Et on a pu le présenter en commission des soins et en comité en CME pour lever un peu les doutes au niveau institutionnel. En parallèle, on a pu préparer le poste avec l'encadrement, la cadre sup et la chef de service, la délimitation du poste, le temps de travail que j'allais avoir, 80% clinique, 20% transversal recherche, grosso modo, et puis surtout de délimiter les besoins, parce que de s'implanter, c'est bien, mais il faut tenir compte des besoins, et chaque territoire, chaque structure n'a pas forcément des besoins comparables à une autre, et donc il faut vraiment tenir compte de où est-ce qu'on a besoin de l'implantation de l'IPA, dans quel type de suivi, dans quel type de prise en charge. Et finalement, je suis revenu sur le terrain, et grosso modo, on a signé le protocole d'organisation très rapidement. Donc j'ai vu que Julie l'avait un petit peu développé dans le chat, mais
C'est un papier qui permet de formaliser l'organisation et la communication entre l'IPA et l'équipe médicale. On a pu vraiment présenter aux collègues, lever les doutes, savoir sur quel type de prise en charge j'allais pouvoir me positionner. Les collègues avaient déjà une grosse expertise clinique. Il ne s'agissait pas de revenir en prenant une partie de leur rôle qui était déjà valorisé, mais vraiment de s'implanter sur les interstices et sur des nouvelles modalités de prise en charge qui n'existaient pas jusque-là, en apportant des compétences IPA qui n'existaient pas, et vraiment en mettant en avant la nouvelle dimension, les nouvelles compétences que nous avions acquises. J'ai bénéficié, et ça je me répète, mais je trouve que c'est vraiment important, du soutien de l'encadrement qui a vraiment toujours porté, soutenu le projet, qu'il soutient encore aujourd'hui dans tous les projets qu'on peut mettre en place. Et mon rôle clinique, on a vraiment basé l'implantation et la projection IPA sur ce noyau de mission clinique qui est pour moi essentiel. Un IPA sans clinique, c'est un IPA à qui il manquerait certaines choses, je trouve, mais la clinique, c'est vraiment la base. Donc, on a vraiment valorisé ça, mis le paquet sur les profils de prise en charge au début sur lesquels j'allais m'orienter, et puis le développer de manière progressive pour pas que je sois surchargé. Ça, c'était plutôt appréciable. Et en parallèle, j'ai développé les autres missions qui sont, on l'a développé dans les slides des collègues précédemment, mais tout ce qui est conseil, enseignement, leadership, la dimension éthique, et pour moi c'est la dimension qui est vraiment complémentaire à la clinique, c'est la dimension recherche, puisque certes on va être amené à mener des actions de recherche, à chercher à mener participer à des protocoles de recherche, mais la dimension recherche elle est aussi dans aller chercher des données probantes, sur quoi on va se baser, quels écrits, pourquoi on va faire tel type de prise en charge, et tous ces accès un petit peu dans la littérature qui sont vraiment un plus au niveau de la projection IPA. Donc aujourd'hui, quelle est mon activité? Alors sur la droite, je vous ai mis un poster qui synthétisait un peu mon activité sur ma première année d'exercice, poster que j'avais présenté au Congrès français de psychiatrie, qui est un peu la synthèse. Donc aujourd'hui, moi, j'ai une activité d'IPA qui est assez généraliste, parce que je n'ai pas de profil de patient type qui me sont orientés. On m'oriente des patients pour tout type de problématiques. Et si mes compétences IPA peuvent y répondre, je participe à la prise en charge. Je prends en charge autant des patients stables que des patients aigus. Patients stables, je vais vraiment bosser énormément, même pour les patients aigus, en binôme avec l'équipe infirmière. Beaucoup de suivi en commun. Et l'idée, c'est de travailler sur d'autres dimensions que ce qui se fait déjà, soit en entretien médical, soit en entretien avec l'infirmier référent. Et est-ce que moi, je peux apporter autre chose? Questionnement sur une perte d'autonomie dans l'avenir, questionnement par rapport au travail, à d'autres dimensions de la vie, parce qu'aujourd'hui, on réfléchit plutôt en parcours de vie et non plus que en parcours de soins. Donc, on est vraiment sur une dimension qui est beaucoup plus globale dans la vie des gens. Et cette ouverture, elle est importante. Des prises en charge aiguës, alors ça, c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup, parce que c'est un vrai besoin sur le territoire, c'est de l'intensification de prise en charge. Par exemple, un patient pour lequel on viendrait d'introduire un traitement, le médecin le voit, il ne peut pas le revoir avant plusieurs semaines, et bien moi je vais pouvoir prendre le relais, évaluer la tolérance, l'efficacité du traitement de manière un peu plus rapide, commencer à faire de la psychoéducation, prescrire un bilan de contrôle si besoin, un électrocardiogramme de contrôle si besoin, faire de la coordination avec le médecin généraliste. Voilà, ça c'est des choses qui sont aujourd'hui nécessaires et que je peux assurer en tant qu'IPA. Consolider les sorties d'hospitalisation également, en recevant les patients très vite, réajustant les traitements éventuellement, faisant toujours de la coordination si besoin, faire du suivi aigu pour éviter les ruptures, faire des consultations post-urgence si besoin, enfin voilà, plein de situations un peu aiguës qui nécessitent de voir les gens très régulièrement. C'est quelque chose que je peux faire moi sur le CMP où je suis, parce que j'ai la chance d'avoir toujours un backup médical si besoin. Si mes compétences sont dépassées, c'est très important de connaître ses limites, très important de savoir aller toquer à la porte d'à côté. Si on considère qu'on n'est pas en capacité de gérer la situation tout seul, et j'ai toujours un backup médical et une ligne médicale si besoin. Je peux solliciter un avis ou un entretien si besoin, donc je ne suis jamais laissé en galère. Mon rôle clinique, il est aussi énormément dans la prévention des comorbidités. Vous n'êtes pas sans savoir que les patients souffrant d'un trouble psychique ont une espérance de vie qui est diminuée. Pour certains troubles psychiques, c'est jusqu'à 15 ans d'espérance de vie de moins. C'est quand même hyper important. Des patients qui vont mourir de pathologies cardiovasculaires parfois.
Donc, c'est important de suivre les recommandations de bonne pratique, de prescrire les ECG de contrôle, les bilans sanguins annuels, de faire du lien avec la médecine de ville, parce que bien souvent, les médecins généralistes ne connaissent pas le traitement psychotrope que les patients prennent sur le CMP. Donc voilà, il y a plein de choses à améliorer. Donc ça, c'est un vrai rôle et une vraie plus-value de l'IPA. Prévention des ruptures, en travaillant sur, par exemple, les directives anticipées en psychiatrie, tout ce qui est mesures anticipatives pour améliorer les parcours des patients, et un gros rôle au niveau des troubles émergents, parce que je suis un référent jeune du territoire. Dans ce cadre, j'assure une mission, je fluidifie un petit peu la transition entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte. Les patients venant de la pédopsie qui seraient adressés sur la psychiatrie adulte passent souvent par moi pour que je fasse une transition accompagnée de la pédo vers la psy adulte. Et j'assure une consultation de repérage des troubles émergents dans un centre de santé destiné aux jeunes de 17 à 25 ans pour repérer les troubles psychiques de manière rapide et éviter les impacts majeurs et la chronicisation. 12-25 ans, c'est la fenêtre de tir où on a un gros rôle en psychiatrie, puisque c'est là où vont démarrer la majorité des troubles psychiques. Donc très important, les jeunes. Après, j'assure aussi des missions au niveau de l'ETP. Je participe au programme d'éducation thérapeutique du patient pour les patients souffrant de troubles schizophréniques, et je participe à la coordination du parcours. Participation parce que souvent, ce sont les infirmiers qui l'assurent, et je n'ai pas forcément de plus-value exceptionnelle là-dessus. Toujours est-il que mon activité, elle évolue en fonction des besoins, elle n'est pas figée, et maintenant qu'on est 2 IPA depuis septembre et bientôt 3, probablement que dans les prochains mois, les choses vont aussi évoluer. Donc 80% clinique, 20% transversal, d'autres activités. Donc je travaille avec les autres professionnels, les infirmiers, cadres de santé avec qui je participe un petit peu aux travaux sur mener les projets, les actions sur le territoire. Mission de leadership surtout clinique sur le CMP. On peut accompagner les collègues, leur donner des nouvelles données qu'on peut avoir appris à la fac ou lors de formation. Bien souvent, les supervisions, un petit peu les réflexions cliniques, on a peu de temps, les médecins ont très très peu de temps, donc l'IPA peut servir un petit peu à essayer de faire, de prendre un petit peu de recul sur certaines prises en charge, et c'est plutôt un côté très intéressant. Mission d'enseignement, d'éthique, parce que je fais partie du comité d'éthique de l'hôpital et je participe à beaucoup de groupes de travail institutionnels. J'ai mis, je vais vous dire en dernier, la recherche. Je participe à une recherche qu'a montée un collègue qui s'appelle la recherche IMZ-Bull, qui est une recherche sur l'injection intramusculaire. Et on va commencer les inclusions très prochainement. Il a obtenu un financement pour un appel à projet. Voilà, la recherche paramédicale, c'est important, et les IPA ont tout leur rôle là-dedans. Donc pour conclure, j'ai mis un dernier poster sur le côté, parce qu'on oppose très souvent IPA et cadre. C'est assez fréquent que j'entende qu'on me demande comment ça se passe, la relation entre IPA et cadre. Et chez nous, elle se passe très très bien. Et on a trouvé que c'était important d'en parler. Donc on a fait un poster qu'on a présenté au congrès des cadres de l'ANSSI, mais pour lequel on a obtenu le premier prix. Donc c'était plutôt sympa sur le co-leadership entre IPA et cadre. Donc ça, c'est une plus-value, ce côté co-leadership entre IPA et cadre. Je trouve que c'est vraiment un des nouveaux binômes. Les binômes cadre-IPA servent d'une part, mais les binômes infirmiers-IPA, aujourd'hui, c'est vraiment une plus-value paramédicale. C'est une montée en compétences de l'équipe infirmière, et c'est hyper intéressant. Donc les IPA, c'est un nouveau mode d'exercice, c'est innovant, et on est justement force de proposition dans de nouveaux dispositifs innovants, en proposant des nouvelles modalités, des nouvelles pratiques qu'on pourrait découvrir lors de nos lectures ou lors de nos formations, et pourquoi pas de les proposer à nos patients. Donc on fait partie de l'amélioration de la qualité des soins, à mon sens. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, Gurvan, t'étais parfait. Franchement, super timing. Bravo à tous jusque-là. J'ai un boulot de modérateur bien facile ce soir. Merci pour ta présentation. Franchement, c'est épatant tout ce que tu fais, Gurvan. Je suis vraiment bluffé. Et je pense qu'il y aura beaucoup de questions, effectivement, sur ton activité en fin de session. Pas seulement sur l'activité en psychiatrie santé mentale, mais aussi peut-être ton activité de recherche clinique. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Charlotte. Qui va nous parler peut-être effectivement de cette mention urgence, qui est la dernière dans la grande famille des IPA. Et Charlotte, à toi la parole.
Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très enchantée. Donc moi, c'est Charlotte. Je suis infirmière en pratique avancée depuis très peu de temps aux urgences de l'hôpital Jean Verdier dans le 93. Oui, ça existe, l'hôpital Jean Verdier. C'est petit, mais ça existe. Donc, qui suis-je? Je suis infirmière moi depuis 20 ans maintenant. J'étais même un peu plus, mon Dieu. Depuis 2003, j'ai eu une expérience de 10 ans en tant qu'infirmière sapeur-pompier, donc avec tout un travail sur protocole. Je suis aux urgences de l'hôpital Jean Verdier depuis maintenant 2-4 ans, depuis 2020. Et je suis rentrée directement en Master 2, moi, à la Sorbonne Université en octobre 2022. En poste donc aux urgences dans mon service depuis octobre 2023. Donc ça fait très peu de temps que je suis en poste. Donc comment est-ce qu'on a créé le poste? Ça fait bien longtemps que dès que j'ai su que les IPA, il y aurait une mention urgence, je me suis tout de suite engagée dedans. Pourquoi? Parce que j'avais une envie d'évolution, j'avais un besoin d'évolution au bout de 20 ans d'expérience en tant qu'infirmière. J'avais besoin d'en connaître plus, de voir plus et d'aider plus. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne formation pour continuer là-dedans. J'en ai beaucoup discuté avec les médecins et avec les infirmiers aussi, avec ma chef de service. On a créé tout ça, on a regardé un petit peu la cartographie des urgences, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui freinait, qu'est-ce qui n'allait pas ou qu'est-ce qui allait. Je pense que c'est vraiment un travail en amont qui est vraiment indispensable pour une bonne implantation. C'est vraiment en discuter, c'est pas arriver avec un projet tout fait, c'est être ouvert à la discussion et aux échanges avec les gens avec qui vous allez travailler à la suite. Donc en fait, à l'hôpital Jean Verdier, il y avait plusieurs problématiques. Nous, on n'a qu'un seul médecin. En fait, on n'a pas de circuit court, circuit long. On a un circuit traumato et un circuit médecine, avec un médecin en traumato et un médecin en médecine seulement, et un interne. Donc en médecine, le problème, c'est qu'un médecin plus un interne, il y a un déchocage, du circuit long, du circuit court. C'était assez difficile à gérer, donc pas de médecin dédié réellement au déchocage. Un temps d'attente qui était très très long pour les patients, avec beaucoup de consultations de ville. Le 93 est un peu connu pour ça quand même, avec un niveau littératie qui est pas terrible au niveau des patients. Et donc les gens viennent pour tout et rien. Et du coup, un taux de parties sans attendre très important. Donc les enjeux en fait de la mise en place d'un circuit un peu parallèle, c'est d'avoir une prise en charge des patients les plus graves beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide, baisser le temps d'attente et baisser le nombre de parties sans attendre. Donc pour ça, on a créé un protocole d'organisation. Je ne sais pas si vous voyez bien, protocole d'organisation là où moi j'interviens, c'est-à-dire que je ne touche pas à l'IAO. L'IAO a une spécificité et essentielle au niveau des urgences. C'est une infirmière qui est spécialisée là-dedans. On la garde et elle trie où les patients sont plus circuit court, donc c'est en fait du niveau 4-5, ou les patients nécessitant vraiment une prise en charge immédiate au déchocage. Donc les patients du circuit court, je vais commencer par là. Je peux les prendre en charge avec leur accord. Donc c'est les patients qui n'ont pas d'examen complémentaire a priori, en tout cas qui ne nécessiteraient pas d'examen complémentaire, et donc je peux voir moi dans un box dédié pour l'interrogatoire, l'examen clinique, des examens complémentaires. Bon, oui, quand même, on peut faire une petite radio, on peut faire une petite chose comme ça, avoir un diagnostic clinique. À partir de ce moment-là, on demande l'approbation du médecin, et ensuite on peut faire nous les soins, les arrêts de travail, etc., qui seront validés par le médecin à la suite. Pour tout ce qui est déchocage, les patients les plus lourds, c'est les tri 1-2, les gens qui ne peuvent pas attendre, ou les patients de plus de 75 ans qui nécessitent d'être scopés. Et à ce moment-là, moi, je les prends en charge directement. Je commence la prise en charge et je suis tout de suite accompagnée par le médecin, et on gère tous les deux ce type de patient. Ça permet aux patients d'être pris en charge immédiatement, d'avoir les examens immédiatement, d'avoir les prescriptions des pathologies, enfin des médicaments, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, des médicaments tout de suite, sans attendre, et surtout de pouvoir réévaluer le patient et le surveiller
de manière très importante. Donc ça, c'est mon protocole d'organisation. C'est un protocole qui marche dans mon établissement. Après, il y a d'autres établissements. Quand il y a un médecin, un interne qui sont dédiés au déchocage, il n'y a pas vraiment de raison qu'une IPA soit à ce niveau-là. J'ai des collègues IPA Urgence qui s'occupent des personnes âgées, qui ont une filière personnes âgées par exemple et qui s'occupent spécialement de ça. Voilà, c'est vraiment suivant votre lieu d'exercice et les demandes spécifiques du service. En fait, c'est quoi? Nous, l'IPA, c'est quoi? C'est un nouveau métier. On est en train de le créer. C'est une nouvelle. En plus, IPA mention urgence. Ça fait 1 an et demi que ça existe. Donc, c'est vraiment tout nouveau. On crée tout. Mais attention, le service, il tourne sans nous. On a le temps. On a le temps de faire les choses. C'est pas parce qu'on est aux urgences qu'on doit se précipiter et qu'on doit faire obligatoirement du chiffre. On a plus de temps à consacrer aux patients, aux accompagnants, à toute la prise en charge sociale, à faire un peu d'éducation. On a le temps de tout ça. On a un temps qui est disponible, beaucoup plus important pour l'écoute des patients. En général, les patients sont très, très contents d'être vus par nous parce qu'on a plus de temps qu'un médecin, mais aussi aux collègues. Les collègues, c'est hyper important. On est très privilégiés par rapport aux collègues. Ils peuvent venir nous voir dès qu'ils ont une difficulté pour un geste, préparation d'un médicament. C'est nous qui vont venir voir. Pour l'IOA, par exemple, elle ne sait pas trop. Elle a un doute sur la clinique. Elle va venir nous voir. Ça libère effectivement du temps médical. Faut pas se leurrer. C'est créé pour ça à la base, je pense. Et évidemment qu'on libère du temps médical, parce qu'on fait de l'examen clinique, parce qu'on suit les patients, parce qu'on fait les demandes d'avis spécialisés, les demandes de radiologie spécifiques. On fait des points réguliers avec le médecin et une charge mentale qui est vraiment abaissée pour lui, quoi. Et c'est hyper important pour la bonne, pour les urgences. Voilà, et je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Charlotte. On va pouvoir passer aux questions. Il y en a énormément. On va vous proposer effectivement on va vous proposer de relayer les questions qu'on a retrouvées dans le chat, hein, qui ont été effectivement identifiées. Et moi, je vais me charger simplement d'orienter ces questions effectivement vers nos experts en fonction de la nature des questions présentées. Alors, les questions arrivent dans un tout petit instant, je crois. Hop là, oui, on me confirme que ça arrive de suite. Alors, cette première question de Brahim, quelles sont les différences de définition des IPA avec les autres pays? Et je crois que cette question, on peut l'adresser à Julie, bien entendu, hein, parce que tu avais même commencé à y répondre, je crois, dans le chat tout à l'heure. Et tu évoquais que la définition internationale des IPA, si tu peux nous en dire un peu plus, Julie. Oui, il y a une définition internationale du Conseil international des infirmières qui est facilement trouvable, hein, mais en gros qui disent que les IPA interviennent dans le cadre de parcours complexes, sont diplômés, ont un diplôme de grade master, sont des infirmières, donc d'abord des infirmières généralistes et qui exercent après leur profession avec des compétences avancées. Donc cette définition, l'IPA française y répond parfaitement. Alors après, dans le monde, il peut y avoir 2 modèles d'IPA qu'on appelle les IPA praticiennes, enfin les infirmières praticiennes ou les infirmières cliniciennes spécialisées, qui sont 2 modèles référencés par le Conseil international des infirmières, et certains pays mettent en œuvre soit les 2 modèles, soit, comme la France, font le choix d'un modèle qu'on appelle mixte ou unique, comme vous voulez. Il y a quelques différences de pratique entre les 2 modèles, mais sincèrement, ça serait un petit peu long de tout détailler, mais vraiment, vous pouvez aller sur le site du CII et vous trouverez toutes les informations si les modèles internationaux vous intéressent. Ou alors on pourra en rediscuter à un autre moment, mais ça serait un peu long de rentrer dans le détail. En tout cas, en France, on répond à la définition internationale et il n'y a qu'un modèle.
Bah super, merci beaucoup Julie. J'espère que ça répond à la question de Brahim. Une question suivante peut-être, une question de Stéphanie. Pensez-vous qu'on puisse continuer à exercer pendant les 2 ans de formation? Stéphanie est IDE et elle travaille dans un service d'urgence. Alors cette question, on peut peut-être la proposer à Charlotte, puisqu'elle travaille elle-même dans un service d'urgence. Et oui, voilà, Charlotte, on te laisse répondre, on te laisse la… Alors moi je pense que la formation est extrêmement exigeante. En plus moi j'ai fait que effectivement 1 an, mais c'était extrêmement intense. Je suis pas obligatoirement pour continuer à travailler, en tout cas en temps plein, enfin continuer réellement de travailler en service pendant que on fait la formation. Par contre, et là je mettrai un petit bémol sur ce que je dis, c'est-à-dire que je trouve dommageable, si vous voulez, en 2 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui changent dans un service. C'est-à-dire que on peut essayer de faire un protocole et de créer un poste DPA dans un service, et puis on part pendant 2 ans en formation sans plus jamais revoir personne du service, et revenir 2 ans après, les collègues sont plus les mêmes, certains médecins sont partis, etc., etc. Et là, on peut se retrouver avec des difficultés. Je pense qu'il faut quand même garder un pied, alors pas obligatoirement en travaillant, mais il faut quand même garder un pied dans votre service pour revenir, en discuter, continuer à parler, pourquoi pas faire 1 ou 2 gardes de temps en temps. Par contre, les années de formation sont très dures. Mais il faut les faire parce que c'est génial, vraiment. Et après, c'est vraiment un métier qui est super. Mais par contre, voilà, il faut garder ce temps pour assimiler les choses et profiter de ce temps de formation, des moments de stage et pas faire les 2 en même temps. C'est réalisable, hein, mais c'est super dur. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'est super, merci beaucoup Charlotte. Alors toi, tu es passé directement en M2. D'après ce qu'on pouvait lire dans le chat tout à l'heure, il y avait énormément de témoignages de gens qui expliquaient que pour le M1, ils avaient une activité partagée. Donc en fait, ils continuaient à avoir une activité professionnelle et suivaient le M1 en parallèle. Et j'ai l'impression quand même que les gens se libèrent complètement pour le M2 parce que le M2 est plus exigeant et il y a surtout un temps de stage obligatoire qui impose effectivement de devoir vous libérer sans doute plus de temps. C'est ça, Charlotte? Alors, excusez-moi, mais la 2e année n'est pas du tout plus exigeante que la première. Je dirais même presque l'inverse. La première, c'est les bases fondamentales de la pratique avancée et notamment en clinique, on sort complètement du cadre dans lequel on a l'habitude d'évoluer. Par exemple, les infirmières d'onco vont faire beaucoup en première année, vont avoir beaucoup de cours de cardio, de diabéto, de psychiatrie santé mentale, etc. Donc c'est vraiment le tronc commun. Et à la limite, quand on arrive en 2e année, on se sent plus un peu rassuré parce que les infirmières qui bossent aux urgences sont dans leur mention urgence, les infirmières qui avaient l'habitude de l'onco sont dans la mention onco. Donc la première année, enfin les 2 années sont extrêmement exigeantes, mais la première année probablement encore plus que la 2e parce qu'on sort complètement de notre zone de confort. Et juste un petit focus quand même sur la formation. Théoriquement, c'est une formation temps plein. C'est un grade master qui délivre 120 ECTS qui correspond à 2 années pleines de formation. Donc certes, à l'heure actuelle, des universités délivrent des temps de formation partiels, voire très très partiels. Je vois qu'il y a aussi une question sur l'hétérogénéité de la formation en France. C'est une réalité sur laquelle on est en train de travailler. Donc, je ne sais pas si la formation continuera à être délivrée de manière partielle pendant très longtemps. En tout cas, théoriquement, c'est une formation temps plein. Donc, normalement, les gens devraient être libérés à temps plein. Le travail personnel fait partie aussi de la formation et du temps de formation. La question est quand même bien sûr beaucoup plus délicate pour les infirmières libérales. On sait bien que se détacher 2 ans à temps plein avec la perte de revenus que ça représente, c'est extrêmement compliqué. Mais pour les infirmières en établissement de santé, théoriquement, elles devraient toutes être dégagées à temps plein. Après, la remarque de Charlotte sur la future implantation, les équipes, les modes d'organisation qui bougent est complètement juste. Et effectivement, ça n'empêche pas de pouvoir garder un lien, mais théoriquement pas en tant qu'infirmière en exercice.
Merci Julie pour ces précisions. Alors pour le coup, Julie, ça m'intéresse de savoir, est-ce qu'on peut imposer à notre employeur, d'accord, d'être libéré en temps plein? Parce que comment ça se fait, et c'est une vraie question, d'accord, que ce soit pas effectivement homogène. Et comment ça se fait qu'effectivement certains témoignent effectivement qu'ils se retrouvent en temps partagé, alors que d'autres effectivement sont complètement libérés. Enfin, comment ça se fait que c'est pas Alors, je ne crois pas que surtout un agent, enfin un infirmier puisse imposer quoi que ce soit à son institution. Ça fonctionne pas trop comme ça. Après, nous, on encourage les universités, pour le coup, à bien identifier les temps de travail personnel qui font partie du temps de formation comme du temps de formation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'afficher sur le planning un programme de formation. Et si on met temps libre, c'est considéré comme pas du temps de formation. Alors qu'en réalité, pour la plupart des universités, ce temps libre, c'est pas du temps libre, c'est du temps de révision, de travaux de groupe, d'apprentissage, de recherche biblio, etc. Donc nous, on encourage vraiment les universités à identifier ce temps-là comme du temps de formation, ce qui permet donc à l'infirmière, parce qu'elle n'est pas encore IPA, d'être encore détachée sur ces temps-là de son activité professionnelle. Ok, super. Merci Julie. J'espère que ça répond à ta question, Stéphanie. Et voilà, si vous voulez bien, on va passer à une question suivante. Et elles sont nombreuses. Je vois le chat qui défile. Alors, une question de Brahim à nouveau. Comment le Code de la santé publique a-t-il été modifié en vue d'implémenter la pratique avancée? Quels étaient les leviers? J'ai envie de solliciter à nouveau Julie. Pour le coup. La réponse est très simple. Les IPA sont identifiés dans le Code de la santé publique, sont toujours dans le livre 3, donc le livre des auxiliaires médicaux. Il y a plusieurs titres dans le livre 3 des auxiliaires médicaux. Le titre 1 est le titre consacré aux infirmiers et les IPA sont en titre préliminaire. Voilà, c'est comme ça qu'on est identifié dans le Code de la santé publique. Vous dire si c'est bien ou c'est pas bien, là, on rentrerait dans des débats extrêmement complexes. De toute façon, globalement, le Code de la santé publique n'a pas été révisé depuis 50 ans. Ces histoires de livres 1, 2, 3 n'ont pas beaucoup de sens. Je vous invite pour ça, alors je vais essayer de faire comme Perrine et de vous retrouver le lien, mais à lire le rapport IGAS sur la pratique avancée qui explique très bien en quoi le Code de la santé publique n'a aucun sens. Mais pour le réviser complètement, pour en avoir parlé directement avec le ministre de l'époque, Olivier Véran, il m'a dit oula, s'embarquer là-dedans, on y est pour 40 ans, donc on va pas s'embarquer là-dedans. Mais voilà, les IPA sont dans le livre 3 consacrés aux auxiliaires médicaux. Ok, super. Merci beaucoup, Julie. Et j'espère que ça répond à ta question, Brian. Nouvelle question d'Aurélie. Un IPA, psychiatrie santé mentale peut-il adapter les traitements non psychotropes? Et par exemple, un patient ayant des troubles psychiatriques suivi par un IPA qui aurait une BPCO, l'IPA peut-il adapter les traitements de la BPCO? Alors, je crois que Gurvan a déjà partiellement répondu à la question dans le chat tout à l'heure. Et donc, bien entendu, Gurvan, on te laisse la parole pour répondre à Aurélie. Eh bien, non, un IPA PSM ne peut pas renouveler les traitements BPCO ou les traitements pour d'autres pathologies que les pathologies psychiques, on va dire, ou les traitements correcteurs éventuellement de certains effets induits par les traitements antipsychotiques ou les traitements psychotropes. Donc non, l'IPA ne peut pas renouveler les traitements BPCO. À vrai dire, je serais bien embêté de le faire puisque je ne sais pas du tout, c'est des médicaments que je ne maîtrise pas. Et donc voilà, je pense que en tant qu'IPA, c'est quelque chose qu'on apprend aussi par les études et par la pratique. C'est un petit peu l'humilité par rapport à ses connaissances et la frilosité par rapport à ce qu'on ne connaît pas, je trouve. Et moi, ce que je ne maîtrise pas, je ne saigne pas, quoi. Si je me fais comprendre, mais voilà, même certaines ordonnances de traitement psychotrope, parfois je suis pas en accord avec. Les médecins me relaient des patients et c'est des ordonnances que je refuse de faire. Il faut être vraiment en pleine maîtrise de ses connaissances et de ses compétences, je pense.
Ouais, c'est exactement le mot juste, Gurvan. Y a pas de liste de ce que peuvent prescrire ou pas les IPA, mais bien évidemment qu'il faut prescrire ce pour quoi on est en compétence. Donc, l'IPA de psychiatrie santé mentale, si il prescrit mal un traitement BPCO, il aura bien du mal à justifier en quoi il était compétent pour réaliser cette prescription. Ce qui m'arrive à titre exceptionnel de faire, comme vous le savez, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de médecin traitant malheureusement, et par exemple qui arrivent avec des ordonnances périmées de traitement pas directement en lien avec ma mention. Donc ce qui m'arrive de faire pour pas qu'ils soient en rupture de traitement, c'est de renouveler une ordonnance, et y compris des traitements pour lesquels je ne suis pas forcément complètement à l'aise, mais pour une durée extrêmement courte, par exemple de 15 jours, et c'est précisé sur l'ordonnance que c'est dans l'attente d'un rendez-vous avec le médecin concerné, généraliste ou autre, mais ça permet de justifier le fait qu'on ait fait ça. L'idée, c'est pas de laisser le patient sans traitement non plus, mais bien sûr, l'idée est vraiment de rester dans son champ de compétences, dans le cadre de ses compétences. Mais j'ai envie de vous dire, c'est exactement le même principe pour les médecins. J'imagine pas qu'un cardiologue se sente très à l'aise avec les traitements psychotropes ou inversement. Ok, super, bah, c'est très clair en effet. Bah, primum non nocere, hein, c'est ça. On va essayer effectivement de surtout pas nuire à nos patients. Et enfin voilà quoi. Et on ne fait que ce que l'on maîtrise, et quand on est uniquement, enfin comme tu disais, hein, Julie, en compétence. Hein, donc il faut des expertises. Et Pour moi, à partir du moment où je fais une ordonnance, je me pose toujours la question de savoir comment est-ce que je pourrais justifier d'un point de vue scientifique pourquoi j'ai fait cette ordonnance et pourquoi j'ai fait cette modification, et je dois être en mesure de fournir des textes, des données scientifiques. Et si j'ai pas ces garanties-là, grosso modo, c'est un frein pour moi à la prescription. D'accord, super. Bah merci beaucoup à vous deux. Une question d'Aurélie. Comment ça se passe pour les IPA qui ont une double mention pathologie, PSM et PCS, hein, donc psychiatrie santé mentale, pathologie chronique stabilisée, et doivent-ils choisir entre les deux, ou ou peuvent-ils effectivement s'appuyer sur les deux mentions, bah, peut-être justement pour modifier des traitements pour une BPCO. Alors, bah, Perrine, je ne sais pas si tu as entendu la question, mais j'ai bien envie de te la poser, cette question, Perrine. Comment ça se passe pour les IPA qui ont une double mention, PSM et PCS? Est-ce qu'on doit choisir entre les deux, ou est-ce qu'on peut effectivement utiliser les deux? Bah, à ma connaissance, tu peux pas utiliser les deux. Mais c'est Julie qui confirmera, mais c'est une des limites. Alors, je vais pas confirmer cette information, bien qu'elle soit largement diffusée. Relayé. Moi, je n'ai jamais vu passer une interdiction formelle de l'ordre pour exercer dans les deux mentions. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai déjà dit au président de l'ordre ce que j'en pensais. C'est une chance inouïe d'être diplômé dans deux mentions, parce que on a un panel de compétences encore plus large, et comme vous le savez, on nous le rabâche à l'IPSI, mais en fait, ça peut paraître ça peut sembler être des mots théoriques, et en vrai, dans le quotidien, on voit bien ce que ça veut dire. L'infirmier a un vrai intérêt dans la prise en charge holistique des patients, et donc d'avoir à la fois la casquette PCS et à la fois la casquette PSM, c'est vraiment absolument génial, et une vraie chance à la fois pour l'IPA et pour le patient. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait choisir entre les deux mentions. Ce n'est pas du tout ce qui est prévu En fait, je pense par que le c'est décret qui dit que tu peux exercer dans une ou des, ou je sais plus comment se fait formuler, mais il y a écrit une ou des mentions. Et je n'ai jamais vu de contre-ordre de la part de l'ordre. Donc je ne vois pas ce qui empêcherait l'exercice dans les deux mentions à l'heure actuelle. ça dépend peut-être à l'époque du protocole d'organisation avec quel médecin il était signé. Il y avait peut-être quand même un peu de contrainte là-dessus, non? Ah oui, alors les IPA psychiatrie santé mentale jusqu'à présent ne pouvaient exercer qu'avec des psychiatres. Donc effectivement, ils ne pouvaient C'est pas avoir la casquette IPA PSM avec par exemple un cardiologue. Ça c'est ça. tout à fait juste, ouais, Perrine. Ouais. Bon, d'accord, très bien. Bon, après, pour compléter peut-être un tout petit peu, évidemment, là, c'était la première version des IPA là, que l'on est en train de vivre. Et c'est
les premiers textes qui ont défini et organisé la pratique avancée, évidemment, c'est des textes et des organisations qui vont évoluer en fonction du concret, de nos quotidiens, des limites que ça impose. Et très certainement, il y a la version 2 de la pratique avancée qui va se définir dans les années à venir, et justement avec ces limites actuelles qui pouvaient exister. Et voilà, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de figé. C'est ça mon message. Un cadre aujourd'hui, mais le cadre aujourd'hui, il a déjà bougé. Ça fait que 5 ans qu'il y a de la pratique avancée. La loi RIST, elle a déjà fait bouger le premier cadre. Et certainement, dans 2 ans, 3 ans, ça va encore bouger. Il faut vraiment voir ça comme la graine dont parlait Gurvan. C'est en évolution constante, la pratique avancée. D'accord, très bien. Alors, j'ai juste une petite question quand même pour ma culture personnelle. Est-ce que c'est fréquent, cette double mention-là, dont on parle? Moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est vraiment de l'anecdote ou c'est quelque chose? Je ne sais pas si c'est vrai. Je sais pas si... Moi, j'en connais plusieurs. Charlotte, elle avait dans sa promotion une collègue qui était IPA-PCS et qui a fait la mention urgence dans un objectif de travail aux urgences. Nous, sur la prise en charge des AVC, on est entre la mention PCS, la mention urgence, et on aurait bien besoin d'un peu de santé mentale aussi. Donc, ça existe. Oui, ça existe. C'est souvent couplé avec la mention PCS, qui est quand même la mention la plus transversale, la plus large. Donc, il y a néphro-PCS qui a complètement du sens, mais là encore, on a découpé les patients par pathologie ou par spécialité médicale, ce qui n'a pas de sens pour nous, les infirmiers. Un patient diabétique, vous savez qu'il a la néphropathie diabétique, donc on est entre le PCS et entre la mention néphro. L'intérêt majeur des IPA-PSM, c'est de s'intéresser aussi aux somatiques des patients avec des problématiques de psychiatrie santé mentale. Alors déjà, ils apprennent à les examiner, c'est super, mais on sait que c'est des populations à risque de maladies cardiovasculaires et autres. Donc, il y a un vrai intérêt de la transversalité dans les prises en charge. Et donc, comme la mention PCS est la plus transversale, c'est souvent des binômes de mention PCS plus autres, cancéro, néphro, psychiatrie santé mentale et même urgence, effectivement. D'accord, super. Eh ben, merci beaucoup. Je vous propose de passer à une autre question, si vous voulez bien. Une question de Lydienne, et elle sera pour Gurvan, c'est précisé. Comment traduisez-vous votre collaboration avec l'encadrement, avec vos collègues infirmiers, au regard de vos missions d'IPA? Je ne comprends pas bien la question. Je pense que ça traite, d'accord, de comment, et tu en as parlé tout à l'heure, je pense que c'est pour ça qu'elle t'interpelle. De comment ça s'articule. Alors moi, je ne l'ai pas développé, mais le CMP sur lequel je travaille, j'y bosse depuis 2011. Je connais très très bien l'équipe médicale, l'équipe infirmière, l'encadrement. Certains collègues infirmiers m'ont même connu en tant qu'étudiant infirmier, donc j'ai beaucoup d'ancienneté sur la structure, et pour moi, c'est très dépendant plus des personnes qu'autre chose. On se connaît bien, on respecte les compétences de chacun, et chacun est assez curieux pour aller chercher les compétences de l'autre et pour faire un pas de côté et revoir sa position si nécessaire. Donc les choses, elles se font d'une simplicité. C'est très simple. En fait, ça a été très simple mon retour sur le CMP, parce que très accompagné, assez préparé, et que j'ai la chance de travailler avec une équipe qui est très curieuse et très motivée par la nouveauté, on va dire, et par les différents projets. Donc, comment je traduis ma collaboration avec l'encadrement et avec les collègues IDE, elle est fructueuse, je pense, et elle est bouillonnante, parce qu'on a toujours plein d'idées, que ça vienne de moi comme de l'encadrement, des collègues infirmiers. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez chouette, parce que ça fuse un petit peu de partout, quoi. Il y a plein d'idées, tout le monde est motivé, et puis voilà. Et puis un truc qui est important pour moi, c'est sur le CMP en psychiatrie, peut-être particulièrement, on est souvent confronté à des collègues qui ont de grosses compétences cliniques. J'ai bossé avec des collègues infirmiers qui étaient
qui étaient un petit peu des puits de science, qui avaient des connaissances cliniques et des compétences de gestion des patients et des situations qui étaient voilà, indiscutables. Et je pense qu'en tant qu'IPA, certes, on revient avec des compétences en plus, mais il faut revenir aussi avec humilité. Certes, on est IPA, on a appris des choses, mais nos nouvelles compétences, elles ne nous placent pas au-dessus ou en dessous de quiconque. Et voilà, il faut revenir avec humilité, avec douceur dans l'équipe et voilà, participer à cette valorisation de notre expertise infirmière, de notre travail infirmier, de notre regard infirmier qui est vraiment différent de celui des médecins, je pense. Je trouve qu'au quotidien, dans ma gestion des patients, c'est vraiment ce regard infirmier qui est hyper intéressant, avec des compétences certes médicales qui sont associées, mais j'ai une approche qui reste très, très infirmière. Et c'est ça qu'il faut valoriser. Donc, je pense que ça participe voilà, moi je reste dans l'équipe infirmière et dans la team IDE, quoi, la team infirmière. Et c'est cool. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais. Ah, bah, tu as répondu, mais ça s'entend, hein. On sent que ça a l'air bien cool. Et voilà, quoi, une collaboration en bonne intelligence. Ouais. On a vraiment l'impression que ça se passe bien. Faut être humble et voilà, et se dire les choses franco. Quand il y a des questions sur des trucs, faut se dire les trucs et puis ça avance. Et franchement, j'ai eu une implantation vraiment, vraiment cool et vraiment, vraiment chouette. Ouais, sans problème, c'était chouette. Bah, super. Alors, juste une petite question de Guibou. Autant Perrine, je te redonne la parole. Avec les médecins, ça se passe pareil? Ouais, avec les médecins, c'est pareil. Avec les médecins, disons qu'il y avait moins de questionnements au départ parce que le contrat, il était un petit peu formalisé au moment du projet. Tous les médecins étaient ravis que je puisse avoir ces compétences en plus, que je puisse signer les ordonnances si besoin, que je puisse faire du suivi de patients avec des compétences en plus. Donc, il n'y a pas eu de difficulté particulières. Et non, c'est simple, mais parce que je pense que ça. Je parlais tout à l'heure de la petite graine du projet qu'on met dans un terreau un petit peu favorable. Et ben, le terreau favorable, l'équipe, elle en fait gravement partie, quoi. Si on a une équipe qui est ultra, ultra soutenante, motivée, intéressée par ce qu'on fait, parce qu'on va pouvoir proposer en plus, parce que ça bouscule un peu les lignes parfois sur ce qu'on amène comme nouvelles compétences. Il faut aussi que les autres ils puissent s'ajuster à ça. Et quand on a une équipe qui est partante pour ça, c'est simple et ça l'a été pour les médecins qui étaient hyper partants, pour les infirmiers, pour l'encadrement. Donc c'est ce petit terreau fertile et voilà qui a soutenu, qui a permis au projet de germer. Bah super, franchement, c'est un beau projet. Perrine revient peut-être. Perrine voulait ramener un petit élément de précision, peut-être. Perrine, tu voulais compléter ce que disait Gurvan? Non, je voulais compléter ce que disait Gurvan et je l'avais entendu aussi dans ce que disait Charlotte. Enfin, je trouve que tu as des très bons mots qui décrivent aussi exactement ce que moi je vis. C'est-à-dire que si la posture qu'on choisit d'avoir, c'est vraiment cette posture-là, humble, délicate, douce, qui est aussi une posture, moi je prends souvent l'image de facilitateur. Je suis pas... J'ai la chance d'avoir fait des études en plus. Autour de moi, il y a plein de gens qui savent beaucoup de choses, il y a plein de gens qui ont beaucoup d'idées, que ce soit parmi mes collègues infirmières, avec les cadres, avec les médecins. Et si on prend pas une position supérieure, et ben en fait, on devient comme ça un facilitateur et un facilitateur de projet aussi, de projet d'équipe. Et Charlotte, j'entendais aussi ça quand tu racontais que les infirmiers viennent te voir pour te demander ton avis. Mais si c'est pas un avis descendant, mais un avis qui part des connaissances des uns et des autres et puis qui les aide à monter en compétences et en réflexion, ben en fait après, c'est vraiment une vie d'équipe qui est très sympa. Bon, bah, super. Bah, je pense qu'on a bien répondu à la question de Miguel. On peut enchaîner. J'ai la même... Oui. Et peut-être pour compléter, moi j'avais pareil, le même dessin que ce que tu as mis, Gurvan, sur
mes relations avec les cadres, on est bras dessus, bras dessous, et il y en a un qui a un peu plus une valence clinique. Et cadre, il s'appuie sur les IPA pour aider à organiser et à monter en compétence tout le monde. C'est toujours cette même histoire d'être disponible pour aider le collectif en même temps qu'on accompagne les patients et qu'on apporte un truc différent de quand on était infirmier, quoi. Merci Perrine. Ouais. Une nouvelle question de Gwendoline qui nous demande s'il existe des particularités pour l'IPA qui souhaiterait exercer aux urgences pédiatriques. Alors, c'est une question qu'on a envie de poser effectivement à notre IPA urgence Charlotte. Et effectivement, c'est une très bonne question parce que ça m'interpelle personnellement. Ouais, c'est une question qui est assez difficile parce que on est très peu pour l'instant d'IPA urgence déjà, que j'en connais pas en pédiatrie, mais par contre là aujourd'hui j'étais à la journée justement des IPA de la PHP et il y en a pas mal qui disaient que les urgences pédiatriques en recherchaient et aimeraient bien aussi en avoir. Donc c'est que il y a quelque chose. L'IPA d'urgence pédiatrique, je pense que c'est approximativement la même chose que l'IPA d'urgence classique, avec toute, je pense, plus le côté parent qu'il faut gérer beaucoup plus que nous, forcément, parce que l'enfant c'est une chose, mais il y a les parents qui sont là aux urgences pédiatriques, et je pense que ça, par contre, ça prend beaucoup de temps médical et paramédical. Donc, je pense que la plus-value peut être aussi ici, et bien sûr, évidemment, sur la clinique des enfants. Pendant notre deuxième année en M2 d'urgence, on fait aussi toute la pédiatrie. On a tout un pan pédiatrique et on voit les pathologies pédiatriques d'urgence. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème et que les urgences pédiatriques vont s'ouvrir beaucoup à ce nouveau métier. Ok, super. Merci beaucoup, Charlotte. Une nouvelle question peut-être. Écoutez, moi, j'ai une question pour vous. Quelle serait la prochaine mention IPA, à votre avis? Steven, justement, je voulais, si tu es d'accord, rebondir sur une question que j'ai vue passer mais dans le chat sur la mention pédiatrique et notamment avec la demande des infirmiers, les infirmières puéricultrices d'accéder à la pratique avancée. Donc, il y a des discussions en cours, mais entre les infirmières puéricultrices et les pouvoirs publics. Les IPA ou les représentants des IPA participent pas à ce genre d'échange. Du coup, très honnêtement, je ne sais pas exactement où c'en est. En tout cas, le Conseil national professionnel des IPA et Perrine, je crois que l'ANFIPA aussi, l'UNIPA aussi d'ailleurs, on est tous d'accord pour prôner une approche davantage populationnelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'approche par pathologie et par spécialité médicale est quand même assez limitante. Et du coup, dans le cadre de cette approche, une approche de santé aux enfants ou soins pédiatriques, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, a évidemment tout son sens. Alors, est-ce que ça doit être réservé aux infirmiers puériculteurs alors qu'actuellement, il y a déjà des IPA qui interviennent auprès des enfants? Évidemment, on ne le pense pas. Mais par contre, qu'il y ait une mention soins aux enfants, il ne faudrait pas qu'il y ait une mention soins aux enfants à côté des mentions qui existent actuellement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vise, c'est une refonte des mentions actuelles avec un élargissement des mentions plutôt qu'une multiplication de mentions. Là, actuellement, il y a des spécialités médicales ou des groupes d'organes qui sont un peu exclus, entre guillemets, du dispositif. Par exemple, il n'y a pas de pathologie listée de gastro, d'hépato, de rhumato, de dermato. Donc, ce qui se passe en pratique, c'est que tout le monde y va de la demande de prévention. Et si on accède aux demandes de tout le monde, demain, il y aura 25 mentions IPA parce qu'il y a les médecins qui demandent, mais il y a aussi les infirmiers. Donc, la mention play cicatrisation, la mention soins palliatifs, la mention hygiéniste, on a tout vu, transplantation, prélèvement d'organes.
Donc, si on fait ça, il y aura 25 mentions IPA et probablement un découpage des patients encore plus que ce qu'il y a actuellement. Donc voilà, donc ce qui est porté, c'est plutôt un élargissement des mentions actuelles et bien sûr cette idée de mention soins aux enfants fait son chemin et colle avec cette approche populationnelle qu'on aimerait voir se développer. Ok, super. Merci beaucoup, Julie. D'accord. Donc, plutôt sur des approches polyvalentes type santé publique, par exemple? Santé publique, Non, mais en fait, soins primaires, oui, santé publique dans le sens prévention. De toute façon, la prévention, c'est vraiment à mon avis, vraiment le cœur de métier de l'IPA. Je sais pas ce qu'en pensent mes collègues, hein, mais il y a un vrai rôle à jouer dans ce champ-là. En plus, les activités de prévention, c'est chronophage. Donc, il faut prendre le temps de mener ces activités-là auprès des patients qu'on suit. Maintenant, une mention santé publique, je ne sais pas ce que tu entendais par là, Steven. Le micro est coupé. Alors, je suis en train de m'agiter comme ça, voilà quoi. Non, c'était pour renvoyer effectivement à quelque chose de très polyvalent. La santé publique renvoie à la santé sexuelle, à la prévention des populations, des vaccinations. Et il y a énormément de choses en santé publique et je pense que les IPA auraient peut-être… Alors, c'est déjà une UE qui existe dans le cadre de la formation IPA et c'est surtout des compétences qu'on essaie de développer à fond dans les unités d'enseignement clinique, mais c'est des compétences transversales pour toutes les mentions, c'est-à-dire que toutes les IPA ont un rôle de prévention à jouer. Tu parles de santé sexuelle, ça peut être dans le cadre de dépistage de la dénutrition, des violences faites aux femmes. Enfin, c'est large, hein, le champ de la prévention. Ouais, Mais du coup, c'est plutôt des compétences transversales à toutes les IPA et pas, il n'y a pas de volonté de faire une mention à part. D'accord, très bien. Donc en fait, on pourrait imaginer pour existante, d'accord, pathologie chronique stabilisée puisse exercer demain dans les CDPS et exercer des fonctions de santé publique exclusives avec son bagage actuel, en fait, parce qu'elle est déjà formée à la santé publique. En fait si vous voulez, la difficulté actuelle, c'est que la pratique avancée infirmière, elle doit pouvoir être disponible sur tous les parcours de soins et tous les parcours de santé où il y en a besoin. Et donc, à la fois, comme dit Julie, en fait, on pourrait créer autant de mentions qu'il y a de problèmes de santé. C'est vrai, oui. Et en même temps, c'est infaisable et probablement, c'est infaisable sur un plan pratique, hein, juste, on va pas organiser 50 mentions ou une mention par maladie. Donc, il faut réussir à penser quelque chose de très global, tout en permettant que la pratique avancée, elle puisse être spécifique malgré tout à une maladie ou un problème de santé. Donc, c'est tout l'enjeu des groupes de travail actuels du CNP, des réflexions sur l'évolution des mentions. C'est comment on fait pour que cette pratique avancée puisse s'insérer partout où on en a besoin et que ça reste faisable, cohérent, harmonieux. Donc, c'est un grand défi. D'accord, très bien, ok. Si vous voulez bien, parce qu'on approche de l'heure de la fin, malheureusement, une question de Eri. Eri, cette question, c'est quelle évolution de carrière après infirmier de pratique avancée? Est-ce qu'on envisage des échelons évolutifs au fur et à mesure des années? Alors, on a cru comprendre que ça allait évoluer, bien entendu, mais je pense que cette question, certains IPA peuvent se la poser, effectivement. Est-ce que c'est comme… à un moment donné, est-ce que c'est une filière effectivement qui s'arrête à ce diplôme d'IPA ou est-ce qu'on peut imaginer que l'IPA ensuite peut évoluer? Alors peut-être vers un doctorat, peut-être vers la recherche clinique, ce genre de choses? Alors oui, il y a des IPA qui s'orientent vers des thèses. Après, je ne sais pas si c'est une évolution de la pratique avancée infirmière, hein. Les infirmiers peuvent faire des thèses également et c'est très bien. Alors, je ne sais pas si la question n'était pas plutôt portée sur le modèle des grilles indiciaires, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de questions dans le chat à propos de ça. Et une question notamment à savoir si les grilles IPA étaient les mêmes que les grilles infirmières.
elles sont les mêmes que celles des infirmières qui étaient en classe B et comment ça s'appelle, catégorie B et en classe supérieure. Mais donc, elles sont différentes des grilles des infirmières qui étaient en catégorie A. Et là, bien sûr, je parle de la fonction publique hospitalière. Donc, il y a probablement certains d'entre vous à qui ça va pas du tout parler. Ça, c'était juste pour répondre à une question sur le chat. Pour ce qui est de l'évolution des carrières des IPA, oui, on peut faire des thèses, on peut s'investir justement dans des missions de santé publique, on a une IPA là qui est chef de projet au ministère de la Santé. On peut évoluer dans tout type de pratiques, mais on va dire qu'on va sortir du cadre clinique de la pratique IPA et vont se développer, puisqu'il y a de plus en plus d'infirmiers et probablement d'IPA docteurs, donc docteurs en sciences, normalement devraient se développer des statuts bi-appartenants qui permettront aux IPA et aux infirmiers d'ailleurs d'exercer à la fois une activité clinique et aussi des activités d'enseignement et de recherche à l'université avec des postes de maître de conférence et donc avoir un statut hospitalo-universitaire. C'est pas encore le cas, mais ça devrait arriver cette année. D'accord, super. Et puisque tu en parles rapidement, et vraiment très très rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, la rémunération des IPA, pour le coup, la valorisation, parce qu'on en a aussi parlé dans le chat. Est-ce que vous avez quelques éléments? Alors, on a une petite idée de ce que ça représente aujourd'hui. Est-ce que ça va évoluer? Parce qu'il est prévu que ça évolue, je crois. Est-ce que vous pouvez… Il y a des avenants successifs qui sont signés entre les syndicats d'infirmiers libéraux, pas d'IPA, des infirmiers libéraux, puisque c'est eux qui sont considérés comme représentatifs auprès de la CNAM. Et donc, le premier modèle économique était rédigé dans le cadre de l'avenant 7 de la Convention infirmière. Il a été révisé dans le cadre de l'avenant 9 de la Convention infirmière. Et après évaluation de ce nouveau modèle économique de l'avenant 9, probablement qu'il y aura là encore des ajustements, des révisions. Effectivement, il y avait une question très importante. Est-ce que l'activité des IPA peut être valorisée par les établissements de santé? C'est ce que j'ai dit, mais c'était peut-être pas très clair. Oui, c'est nouveau en fait que l'activité infirmière puisse être valorisée dans les établissements de santé. Donc, les forfaits qui sont applicables pour les IPA libérales sont aussi applicables par les établissements de santé. Donc, par exemple, l'IPA réalise une consultation. Nous, les IPA, nous n'avons pas un modèle de rémunération à l'acte, mais par forfait trimestriel. Et donc, quand l'IPA voit un patient sur un trimestre, elle va facturer un forfait ou l'établissement va facturer un forfait à la caisse d'assurance maladie. Ok, très bien. On avait une autre question. Oh là là, mais en fait, il y a trop de questions. On n'a absolument plus de temps. Il reste 2 minutes. Alors, je crois que Marine fait le choix de vous proposer la question de Francesca qui s'interroge sur les perspectives pour une IPA en SSR gériatrique. Elle serait pour qui cette question? Peut-être pour toi, Perrine? Donc, j'entends la question comme est-ce que c'est possible d'envisager la pratique avancée dans un SSR gériatrique? Je suppose que c'est ça. C'est sans doute ça. Ça serait pathologie Donc, chronique. ma réponse, comme on vient d'en discuter, il n'y aura pas une dimension rééducation gériatrique qui existera et qui existe actuellement. Après, moi, je connais plein d'IPA qui… la mention PCS, c'est une mention qui réunit beaucoup de monde parce que c'est tellement large, ça touche tellement de problèmes de santé, même si ça ne touche pas tous les problèmes de santé, que c'est une mention qui permet de s'intégrer dans ce genre de service. Voilà, c'est ça que je peux dire. D'accord, très bien. Il y a de l'avenir pour les IPA qui s'occupent de personnes âgées, ça c'est certain. Puis alors pour le coup, pareil, moi si je devais retenir une population, si on me disait demain il y a plus qu'une population auprès desquelles les IPA doivent exercer, je suis désolée, je vais faire beaucoup de déçus, mais pour moi la personne âgée, elles ont des parcours tellement complexes, elles sont tellement nombreuses, de plus en plus nombreuses. Vraiment, en tout cas, il y a beaucoup d'avenir pour les IPA qui voudront exercer auprès des personnes âgées. Où qu'elle soit, enfin, que ce soit en rééducation, où qu'elle soit, peu importe.
Mais la mention PCS, c'est déjà une mention qui est bien pour pouvoir travailler auprès des personnes âgées. D'accord, bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Perrine. Je pense que ça répond à C'est la plus généraliste des mentions. Ouais. Bah, écoutez, il est très précisément 20h30. Voilà. Donc malheureusement, il va être l'heure de nous quitter. Merci à tous. Je suppose qu'on n'a pas pu malheureusement répondre à toutes les questions dans le chat. Mais je vois que la plupart des orateurs ont fait l'effort et ont eu l'immense gentillesse de prendre le temps de répondre, hein, donc en espérant que vous avez tous effectivement trouvé réponse à vos questions. De notre côté, on va devoir malheureusement vous abandonner. On va vous remercier pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. Moi, je remercie les orateurs vraiment pour les présentations qui étaient tout aussi épatantes les unes que les autres. Merci pour votre implication, merci pour vos présentations. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci à Panacea pour l'organisation. Voilà, qui était toujours nickel. Et ben, comme toujours, c'est du Panacea. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier webinaire IPA de Panacea, en espérant qu'on puisse se retrouver très prochainement pour un prochain webinaire sur les pratiques avancées. Et on ne manquera pas effectivement de faire circuler l'information à travers les réseaux. Et on vous donne rendez-vous donc pour un très très prochain webinaire, j'espère, pour continuer à traiter de la pratique avancée. Voilà. Ben, je vous remercie tous. Et enfin voilà quoi. Vous pouvez bien entendu. Hop là, voilà, je vois que tout le monde est en train de quitter dans le chat. J'ai l'impression quand même que tout le monde a récupéré les mails des uns et des autres. Donc je pense que vous pourrez continuer à échanger par mail peut-être pour la suite. N'hésitez pas éventuellement à renvoyer des petits mails à Panacea si vous n'avez pas récupéré les contacts. Et on les fera suivre aux orateurs qui, j'en suis certain, auront l'immense gentillesse de vous répondre par mail ensuite. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci à tous. C'était parfait et parfaite. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.